Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation. Je sais que vous aimez bien en général ce genre de vidéo. Et une vidéo recommandation comme je les aime, avec un sujet que j'adore, la mythologie gréco-romaine, où là on va élargir un petit peu le cadre, c'est-à-dire les histoires où il y a un semblant d'empire romain, d'empire grec qui est cité, qui est décrit. Je vais vous parler dans une première partie des classiques que j'ai lus sur le sujet et bien sûr des réinterprétations modernes ou des livres qui s'inspirent de cette période-ci. J'ai eu l'idée de cette vidéo en fait en tournant des reels, alors attention, je suis moderne, j'ai tourné voilà, ces petites vidéos très courtes sur Instagram, vis-à-vis de la mythologie gréco-romaine, et vous avez plutôt bien aimé. J'ai reçu en fait ces deux livres-ci de Scrinéo, qui est donc une collection pour les enfants, c'est Scrinéo Mythologie, où on part du principe d'étudier la mythologie par le biais d'un personnage décrit comme mauvais, comme Méduse au Polyphène, et à la fin il y a un documentaire, on va dire un espace documentaire pour les enfants qui est très bien fait, même pour les adultes c'est sympa, et j'avais beaucoup aimé l'idée de prendre cette réinterprétation avec des beaux dessins et de parler de mythologie en disant que la mythologie, il y a jamais vraiment des bons et des mauvais, hein, faut dire ce qui est, mais je voulais simplement vous parler de ces livres tout d'abord pour la jeunesse que je trouve super. En matière de classique, il faut savoir que j'ai toujours été passionnée, et ce très jeune. À l'école, on lit des textes gréco-romains depuis le collège, je pense. J'ai fait exprès de ne pas parler de Cléopâtre, je n'ai pas voulu parler d'Égypte ici parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long, et je pense qu'il y aura une recommandation sur mes lectures plutôt égyptiennes que gréco-romaine, même si bon, mine de rien, ça s'est inter-influencé, mais à la fac, en fait, j'ai pris le choix de pas étudier le latin, parce que je n'aime pas le latin, mais dans ma fac, on avait le choix soit de faire latin, soit de faire littérature latine, c'est-à-dire d'étudier des textes donc latins ou grecs, et c'est une matière que j'aimais beaucoup, parce que j'ai lu des textes vraiment très intéressants. Donc tout d'abord, il y a deux récits que je n'ai pas, je ne sais pas où ils sont, absolument. C'est comme mon Edda poétique, je ne sais pas où elle est rangée. Je l'ai cherchée mais je la trouve pas. Elle doit être rangée quelque... Ah bah elle est là-bas, l'Edda poétique. Mais ces romans-là, je sais pas où ils sont. Il y a donc l'Énéide de Virgile qui raconte en fait la vie de Énée et donc tout son parcours, tout ça. Et j'avais lu notamment un livre du Moyen-Âge, donc qui est le premier livre considéré comme un roman, on va dire, qui est donc le roman d'Énéas, qui est une réinterprétation par des écrivains du Moyen-Âge de l'Énéide, avec un contexte un peu plus médiéval. Ce sont donc des récits guerroyants. Dans l'Énéas, il me semble qu'on traite un peu plus le sujet de l'amour, qui est un peu plus mis en avant, mais on traite voilà, du personnage d'Énée, qui est un personnage quand même assez important. Mais je voulais refermer cette parenthèse pour vous parler de livres que j'ai sous la main. Alors, je pense qu'un des textes primordial et que vous avez tous lu, je vous ai pris une édition en fait, c'est mon édition de 6ème. Alors attention, il s'agit donc de l'Iliade, et il y a l'Odyssée que je n'ai plus en version papier mais que j'ai lu bien sûr, on a tous passé par l'Odyssée. Donc dans cette édition là, 6ème, après j'ai eu l'Iliade dans cette édition là, fac. Donc voilà, je pense qu'en 6ème on n'avait pas le texte entier, voilà, ou du genre c'était pas la même traduction. Je vais surtout vous parler celui de la fac parce que bon, 6ème, il est mignon mais on n'est pas là pour ça. Celui-ci, il est particulier. Alors parce qu'il était traduit par mon prof, faut dire ce qui est de l'époque. C'est une traduction en hexamètre dactylique, il me semble que c'était ça. Bon, c'était en hexamètre. C'est voilà une manière de couper les vers d'une certaine façon. Faut savoir que mon prof, donc qui était Philippe Brunet, est un aède, donc c'est-à-dire que c'est un homme qui sait chanter en grec ancien. Oui, il y a des gens qui ont des capacités dans la vie. Donc lui, il avait cette capacité-ci, et donc on avait une traduction voilà, qui était donc en vers, comme ceci. Bon, moi je préfère l'Odyssée à l'Iliade. L'Odyssée c'est beaucoup plus palpitant, on va dire, plus sympa, on voyage, voilà, avec Ulysse, on rencontre des personnages très intéressants de la mythologie. L'Iliade c'est beaucoup plus guerroyant, et dans celui-ci c'est beaucoup de chants, d'appels aux morts, d'appels au combat, bref, c'est un classique. Je vous recommande cette traduction parce qu'elle est très reconnue pour ça. C'est une traduction que vous avez sûrement pas découverte, même si mon prof avait quand même il pesait dans le game, mais c'est une nouvelle façon de découvrir l'Iliade de façon beaucoup plus proche à ce que j'ai compris du texte et comment il était chanté, voilà, à l'époque probablement. Donc il y a 24 chants et 15 000 vers, 15 500 vers même. Donc c'était assez long à lire, faut dire ce qui est. En fait, cette traduction-là, en hexamètre, c'est pour tenter de mettre un semblant de grec ancien dans les textes, la façon dont c'était prononcé, c'est un peu transféré la façon dont était dicté le grec ancien en français, donc c'est assez particulier, on l'a chanté, oui, c'était assez spécial. C'est vraiment une œuvre que je vous recommande si vous êtes vraiment passionné de l'Iliade, allez-y.
En autre classique, j'ai bien sûr celui-ci que vous avez dû lire. J'en ai qu'un seul, mais je les ai aussi tous lus. Il y a des livres en fait que j'ai passés, que j'ai prêtés pour ma fac de lettres et que je n'ai jamais revus. Donc par exemple, il y a Ovide et les Métamorphoses qui racontent plein de petits passages, voilà, mythologiques, qui est très intéressant. Ovide, c'est très accessible. Moi, j'avais particulièrement adoré les Héroïdes, qui est en fait le parti pris de femmes mythologiques assez connues qui écrivent des lettres d'amour à leurs amants. Donc ça reprend des moments mythologiques assez tristes, hein. Il y a Ariane, voilà, il y a des lettres d'amour qui sont soit positives soit négatives, mais c'est très touchant d'avoir ce point de vue là avec ces rappels mythologiques. Moi j'avais adoré les... Alors, ensuite il y a des textes un petit peu moins accessibles. Donc par exemple il y a Plaute, donc avec Amphitryon, l'Olulaire et le soldat fanfaron. Donc Amphitryon je pense que c'est le plus connu. Donc c'est sous forme de théâtre et ceux-ci sont un petit peu plus difficiles je trouve d'accès parce que souvent ils partent du principe que tu connais déjà un petit peu la mythologie de base. L'Olulaire et le soldat fanfaron c'est pas vraiment le plus intéressant. Moi ce qui m'avait vraiment plu c'était tout le passage avec Amphitryon, hein. Le classique. Et le choix, le dernier en date que j'ai lu vraiment de classique, que j'ai lu en dehors de la fac, c'est Échille, donc avec l'Orestie, Agamemnon, voilà, les Cléophores et les Euménides, qui étaient très intéressants. On retrouve les personnages d'Agamemnon avec la guerre de Troie, Oreste et Électre, donc des personnages quand même très importants de la mythologie. C'est donc en vers aussi, je tiens à vous le dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à lire, mais quand on aime bien la mythologie, quand on a l'habitude de lire ce genre de choses, pour moi Échille c'est quand même le texte qui a été fondateur de toutes les tragédies. D'après la quatrième, c'est l'unique trilogie dramatique que l'Antiquité nous a léguée. Moi j'avais plutôt apprécié surtout la partie avec Agamemnon parce que ça me parle un peu plus. Et le texte que je n'ai pas là mais qu'on a étudié en cours, on nous a donné polycopié, hein, c'est la cosmogonie de Hésiode qui est donc un peu l'origine du monde, qui est un grand classique mais personnellement c'est un de mes textes préférés donc je voulais aussi vous le notifier ici. En termes de texte littéraire, c'est un texte qui n'a pas été écrit par des hommes de l'Antiquité, mais un auteur que j'aime beaucoup, c'est un de mes textes littéraires préférés. Je parle de Phèdre de Racine. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment pas forcément ce texte-ci, mais j'aime bien comment est réinterprété le personnage de Phèdre ici. Donc Phèdre, c'est la fameuse histoire de Phèdre qui tombe amoureux de son beau-fils Hippolyte et que ça se finit pas très bien. Et donc Racine, c'est un petit peu tragique. Vous savez, c'est aussi l'histoire avec Thésée qui a laissé tomber Ariane pour sa sœur Phèdre. Oui, la mythologie, c'est pas cool. Mais personnellement, moi je trouve que Phèdre, c'est assez simple à lire, c'est intéressant, c'est très tragique et moderne en soi. Ensuite, on va passer à des livres qui sont de la réinterprétation, à des choses un peu plus légères, un peu moins littéraires. Avant toute chose, je voulais vous parler d'un livre qui m'a servi pas que pour la mythologie nordique, mais que j'avais trouvé ça en occasion. Il est très court, plutôt bien fait. C'est un dictionnaire. Quand tu lis des livres et que tu sais plus replacer les personnages, c'est vraiment très utile. Il s'agit de mythologie, donc celtique, égyptienne, gréco-latine, germano-scandinave, iranienne, mésopotamienne, chez Myriam Philibert. Donc c'est un tout petit dictionnaire illustré. Voilà, vraiment le dictionnaire, là c'est clairement quand tu sais pas... tu sais plus où tu te retrouves. Et c'est pas un dictionnaire très complet, hein. Il te met quelques informations sur les personnages, mais j'avais trouvé ça en occasion et ça m'a quand même été utile, notamment dans mes études de lettres pour replacer qui est qui. C'est utile. En matière de BD, j'en ai une que j'ai récupérée au travail. Il y a toute une collection qui est sortie dans la mythologie, on va dire gréco-romaine. Il s'agit donc de la sagesse des mythes, donc de Luc Ferry. Ici, c'est la naissance des dieux. Donc c'est clairement Zeus et toute la compagnie, comment ils sont nés. Et voilà, avec déjà au début, on a une présentation des personnages avec ce type de dessin. Je trouvais que c'était plutôt bien fait et c'est vachement intelligent pour les gens qui sont pas très à l'aise avec la littérature, qui préfèrent se tourner vers moins de texte avec la BD et plus d'images pour les jeunes, et j'avais beaucoup aimé comment c'était représenté. On n'a pas non plus tous les détails, mais on a la représentation de ce qui s'est passé à peu près avec les colères des dieux, voilà, les titans, bref.
tout ça, notre petite Zeus nationale avec bien sûr, comme à chaque fois, on a bien sûr de la matière un peu plus littéraire ou du moins de la matière un peu plus documentaire à la fin. Mais c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, que j'avais vraiment bien aimée. Ils ont sorti l'Iliade, Prométhée, Thésée, Jason, Persée, Héraclès, l'Odyssée et Antigone. Voilà, on les trouve souvent en librairie, mais je voulais vous les notifier si vous n'êtes pas vraiment très à l'aise avec lire des gros pavés. Ça permet de balayer la mythologie de façon assez rapide et sans prise de tête. En matière de lecture, on va dire pseudo-historique, donc des romans qui prennent, on va dire, ce cadre de la mythologie romaine, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle donc La maîtresse de Rome de Kate Quinn. Il me semble qu'il y a une suite à ce roman que j'ai lu aussi, mais que j'ai peut-être emprunté à la bibliothèque. Donc La maîtresse de Rome, c'est un roman historique, voilà, pseudo-historique qui m'avait beaucoup plu. C'est une petite brique, hein. Il fait à peu près 600 pages, mais assez palpitant, dans une ère un peu de gladiateur. On suit la jeune Théa qui a été mise en esclavage. Je vais pas vous en dire pourquoi, dans quelles conditions. On est au 1er siècle à Rome, après Jésus-Christ. Et cette jeune femme, donc, elle est subit l'esclavage, notamment d'une maîtresse qui est pas très cool. Et elle est amoureuse d'un jeune gladiateur, très beau, un peu barbare, bref. L'amour coule entre les deux, et le problème c'est que l'empereur, lui, il est très attiré par cette jeune femme, donc cet esclave va monter les marches progressivement de la société. Et c'est bon, il y a un côté romantique, mais il y a vraiment un côté de bataille, de complot. Vraiment le côté historique, pseudo-historique était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé cette ambiance, voilà, cet univers que personnellement j'ai apprécié. Kate Quinn est assez connue dans son domaine, mais j'avais vraiment apprécié ma lecture. C'est pas prise de tête, c'est pas non plus trop complexe, mais ça te met dans le bain. On a vraiment une ambiance gréco-romaine qui est intéressante. Là, on va se tourner plutôt vers l'imaginaire avec, je pense, la saga la plus connue en termes de réécriture mythologique gréco-romaine. Il s'agit donc de Percy Jackson, ici, et The Heroes of Olypian, donc qui est sa suite. Il y a encore des suites après, mais ça m'intéresse un peu moins. Donc Percy Jackson, vous avez peut-être vu l'adaptation un peu moisie, mais c'est l'histoire de Percy, qui est donc référence à Persée, qui est le fils de Poséidon et d'une humaine, il ne le sait pas, jusqu'au jour où il va y avoir un petit problème, c'est que quelqu'un a volé l'éclair de Zeus, et que Zeus, il est un peu vénère et qu'il a décidé que c'était Percy qui avait volé l'éclair, et en clair, Percy doit tout faire pour redonner l'éclair avant que le monde s'écroule, hein, parce que les dieux, s'il y a un truc un peu de travers, et bah c'est bon, tu te prends une tempête, mais il se retrouve face à ça, donc celui-ci ça doit être le dernier de la saga. Dans les premiers, on suit Percy à l'âge à peu près de 12 ans, donc il y a quand même un grand changement vis-à-vis des films qui sont sortis, et c'est vraiment le reproche que je peux faire à Percy Jackson, c'est que c'est très jeunesse, mais moi je trouve ça formidable de réinterpréter la mythologie de cette façon, c'est vraiment très bien fait, tout est Oh, il neige! Attendez, il neige dehors. Oh, c'est trop beau. Bon, je finis la vidéo et je vais rien contempler. Mais Percy, c'est vraiment intelligent pour ça, parce que c'est vraiment bien fait du côté moderne. Les personnages sont attachants. On a un satyre, on a Annabeth, la fille d'Athéna, qui est badass. Plein de personnages, un de mes personnages préférés, Nico, bref, beaucoup de personnages. Et ici, en fait, j'aime encore plus les héros de l'Olympe parce qu'ils ont un peu plus de 15 ans, ils ont 15-16 ans. Et je peux pas trop vous en dire parce que ça c'est la suite, donc il y a un grand bouleversement dans Percy Jackson, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et là on a des nouveaux personnages comme Frank, on a Piper, on a Léo, on a plein de personnages différents qui sont tous plus ou moins liés à la mythologie, avec des références mythologiques qui sont très bien, et c'est un peu plus poussé, c'est plus sympa dans ce sens-là. Il y a des moments qui sont hyper tristes, et c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé. Il y a une suite, donc qui est Les Travaux d'Apollon en français. Le problème c'est que quelqu'un m'a spoilé en commentaire le gros événement de cette série, donc ça m'a totalement coupé l'envie de la poursuivre. Donc ça, c'est dommage, mais c'est une série que j'apprécie beaucoup pour toutes ses références, et ce qui est bien dans Percy Jackson, c'est autant il y a des trucs que t'as déjà vu quand t'as fait du latin, mais en même temps, il y a des choses qui sont un peu plus poussées, c'est ce que j'ai aimé notamment dans les héros de l'Olympe. Le seul truc, c'est que si vous les lisez en anglais, faites attention, les noms changent des déesses et des dieux. Donc parfois c'est un peu galère pour les retrouver, mais pour ma part, c'est un récit que j'aime beaucoup et qui est vraiment bien pour les enfants, et en tant qu'adulte, moi j'ai beaucoup apprécié notamment les héros de l'Olympe. Et ensuite j'ai
des livres qui sont plutôt de la romance. Alors ce qui est très drôle, c'est que je trouve que la romance, il y a quand même beaucoup de liens avec la mythologie gréco-romaine. Comme je vous ai dit, les héroïdes par exemple, ce sont des récits où il y a déjà des lettres d'amour qui étaient écrites à l'époque, et par Ovide. L'amour dans cette mythologie-là, c'est quelque chose qui est prédominant. Regardez Héra, qui est une femme bafouée par Zeus pendant tout le roman, Zeus avec toutes ses conquêtes. Hadès et Perséphone, qui j'adore ce conte, même si c'est assez glauque, mais voilà, bref, il y a plein de contes où l'amour est assez central, ou du moins le désir est assez central, et j'ai lu 3 romances différentes sur le sujet. Romance ou univers un peu plus, on va dire, urban fantasy, voilà. Le premier, c'est une série que je n'ai jamais terminée et que j'avais adoré ado. Alors peut-être il y a des problèmes maintenant, mais j'ai adoré ado, c'est l'écriture du mythe de Perséphone. Donc il s'agit du Manoir des Immortels de Aimée Carter, donc c'était chez Dark Kiss. Et en fait c'est une série où il y a une jeune fille qui, dans mes souvenirs, hein, j'ai dû lire ça quand j'avais 14-15 ans, c'est une jeune fille qui a sa mère qui est très malade, elle n'a pas de papa, et un jour il y a ses camarades de classe qui vont lui faire une blague, il me semble, et elle va mourir. Voilà, il va lui arriver un accident et elle va se réveiller dans un palais et retrouver Hadès qui a été quitté par Perséphone, qui a décidé de rejoindre Adonis. Et elle va donc devoir combattre, ou du moins se battre pour survivre, et notamment la survie c'est de garder Hadès, qui est plutôt pas mal dans l'histoire, hein. Il est sombre et froid. Quand j'étais ado je l'aimais beaucoup. Il s'appelait pas Henri dans l'histoire, oui parce qu'ils avaient d'autres noms, mais vraiment j'avais beaucoup aimé l'ambiance du livre. Il y avait vraiment un truc que j'avais beaucoup aimé, cette série, j'en garde un très très bon souvenir, mais c'est bon, c'est de la romance des années 2000, donc parfois il y a des sujets glissants, mais j'avais beaucoup aimé celui-ci. J'espère un jour le trouver en occasion, le tome 3, et le finir, rien que pour savoir comment ça se finit, parce que j'ai jamais su, mais j'avais beaucoup aimé. Si vous voulez découvrir une réinterprétation magnifique, c'est sur Webtoon, c'est un site donc vous pouvez gratuitement avoir accès à la série qui s'appelle Lore Olympus, qui est donc une réinterprétation du mythe de Perséphone et Hadès avec un crayon très moderne. J'adore cette série, je vous en parle tout le temps, mais voilà, je replaçais ça. Ensuite, nous avons le livre de Lily Bouquin, qui est donc Le souffle de Midas, qui reprend le mythe de Midas, vous savez, l'homme qui touche les objets qui se transforment en or. En fait, on suit la jeune femme qui s'appelle Louise, qui un jour va tomber sur une jeune fille qui va lui tomber dans les bras, elle va mourir dans ses bras et lui transmettre le souffle. Elle va être capable de porter ce souffle et elle va être pourchassée pour ça. Il y a une histoire d'amour, on voyage, c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup l'univers qui a été transmis. Il y a un côté charmant et mythologique moderne que j'aime beaucoup. Il y a tout un truc avec la pitié, notamment dans le tome 2, où j'ai absolument envie de lire le tome 3 parce que j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va évoluer. Mais il y a énormément de références. Je sais qu'Alison est allée en Grèce pour en plus travailler ses textes, mais vraiment c'est un récit que je vous recommande, qui est très sympa pour ça, d'une jeune femme, voilà, une première trilogie, donc c'est encore plus intéressant, et personnellement c'est pas prise de tête, ça se lit assez simplement, mais ça se lit très bien, et j'aime beaucoup, et en fait reprendre le mythe de Midas est quand même pas forcément ce qu'on trouve le plus, donc je vous le conseille pour ça. Et enfin, je vais vous conseiller une série qui est une série de romance, mais où la mythologie gréco-romaine est quand même très présente. La série Covenant de Jennifer L. Armentrout, qui a écrit notamment la série Lux que vous avez dû tous voir sur YouTube. Covenant est un petit peu passé plus à la trappe. Alors Covenant, c'est une série qui mélange plusieurs mythes, mais il y a vraiment un fond de gréco-romain dedans. On suit une jeune femme, on suit Alexandria, qui est une femme badass, c'est-à-dire qu'elle a une force assez surprenante. C'est une espèce de demi-dieu, même si c'est plus compliqué, c'est la fille d'une humaine et d'un hématéoi. Elle va être capturée pour être renvoyée dans le Covenant, donc cette espèce de couvent où elle va être formée pour devenir une sentinelle, sauf que dans cet univers, alors c'est un univers qui est assez riche et notamment il y a vraiment du gros travail sur la mythologie. C'est un univers où il y a du sang, des sangs purs et des sangs mêlés, exactement comme donc Alexandria, et qu'il n'y a pas de mélange, voilà, il y a des amours interdits, bref. Et il y a plein de dieux de la mythologie gréco-romaine, il y a des références, il y a même dans le style architectural plein de choses qui font référence à ça, mais en même temps il y a des démons, il y a d'autres choses, mais la base c'est ça. C'est un des livres qui est le moins proche de la mythologie gréco-romaine par rapport à ce que je vous ai présenté. Là on tire certains pans, voilà, de cette mythologie là, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un personnage qui est assez
sympa au début. Bon bref, il y a toujours des triangles amoureux, t'es en mode réfléchis un peu, mais elle est plutôt sympa, voilà. Elle est un peu moins agaçante que celle dans Lux, mais et la romance est un peu moins chelou aussi, et voilà, il y a des clichés littéraires qui sont gros comme mon bras, mais c'est intéressant. Pour de la romance, j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc pour ceci, je vous le conseille si vous voulez vous éloigner un peu, mais que vous avez envie de voir quelques petits indices de mythologie gréco-romaine. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai pas voulu trop m'appesantir sur les lectures de fac parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout sur la chaîne que je présente des littératures autres que la fantasy. Donc, et j'ai pas envie d'être trop agaçante à parler de littérature trop classique, mais je voulais aussi vous les présenter parce que c'est vraiment ce que j'ai lu le plus en fait. J'ai lu plus de classiques que de réinterprétations mine de rien, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est un des cours que je préférais à la fac, donc je voulais vous en parler. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu qui est inspiré de la mythologie gréco-romaine, voilà, et ou de Rome en soi, ou de la Grèce, bref, de cette période-ci, et je vous souhaite une très bonne lecture, de très bonnes journées. N'hésitez pas à me proposer des recommandations que vous souhaiteriez que je fasse pour plus tard. J'ai quelques listes, mais si vous avez des choses qui vous intéressent, des thématiques, voilà, moi les recommandations, j'aime bien vous présenter des quand même pas mal de livres, donc en fait quand j'ai que 3 livres à vous présenter, je suis un peu en mode c'est showtime, mais bon, après il y a un moment, il va peut-être falloir aussi réduire les listes, mais voilà, je vous ai offert un petit panorama de ce que j'ai lu et de ce que j'ai apprécié sur la mythologie gréco-romaine, et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture.